Après ces témoignages exceptionnels, rarement entendus, très troublants et bien sûr émouvants, place à notre débat avec mes invités. Alice, bonsoir. On est évidemment ravis de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup vraiment d'avoir témoigné comme vous l'avez fait, d'avoir partagé ce que vous avez vécu depuis que vous aviez accouché sous X à l'âge de 14 ans de votre fils. Vous voir comme ça dans ce documentaire, témoigner, c'est quelque chose qui aujourd'hui remue beaucoup de choses. Ça a remué, oui, pendant le tournage, ça a remué beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions. C'est vrai qu'à la vision du petit film, c'était assez très poignant et très émouvant. On ne peut pas retenir les larmes parce qu'on est autant pris par son histoire, mais par celle des autres femmes qui sont dans le documentaire. Alors aujourd'hui, vous êtes mère de 3 filles. C'est ça. Et dans le film, vous dites que faire la connaissance de ce fils que vous n'avez pas connu, ce serait l'apothéose de votre vie. Vous avez réussi à le retrouver ? Oui. Par certaines recherches, j'ai eu son identité. Oui. Je n'ai pas encore fait sa connaissance. Je le laisserai faire le pas de lui-même. Mais vous avez déjà communiqué avec lui ou pas du tout ? Je lui ai envoyé un message pour lui prévenir à l'avance qu'il y aurait le petit film et puis le débat qui passe. Et que s'il a besoin d'avoir des réponses, il pourrait éventuellement en avoir avec le film. Vous imaginez ce qu'il peut ressentir en voyant ce témoignage ? Non. Je ne peux pas du tout m'imaginer parce que... Il a quel âge aujourd'hui ? Il va avoir 24 ans. Oui. Mais non, je ne connais pas sa personnalité. Je ne sais pas s'il va être content, je ne sais pas s'il va être ému, je ne sais pas si justement il aura de la haine. Je ne sais pas du tout. Mais vous pensez qu'éventuellement ça peut débloquer quelque chose ? Peut-être, j'espère. S'il nous écoute en tout cas. Évidemment, vous allez continuer à nous raconter votre histoire tout au long de l'émission. Nathalie Dess, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. C'est à l'âge de 4 ans que vous avez appris que vous aviez été adoptée, que votre mère, donc de naissance, avait accouché sous le secret. Vous l'avez retrouvée, vous avez tissé des liens avec elle, on va en parler. Mais quand dans votre vie, vous avez ressenti le besoin d'en savoir plus sur vos origines, sur votre mère ? À l'adolescence, j'ai commencé un petit peu à cogiter. Et puis, j'ai fait des vagues recherches. C'était un peu n'importe quoi, donc ça n'a rien donné. Et après, j'ai un peu mis ça de côté. Et puis, c'est revenu quand mes filles étaient déjà nées. Et j'avais perdu ma maman adoptive. Donc là, je pense que j'ai eu un deuxième déclic. Et j'avais besoin de reconstituer une chaîne et de raconter une histoire. Pour vous, pour vos filles ? Pour moi et pour elles. Et pour après. Isabelle Prodhomme, bonsoir. Bonsoir, madame. Votre mère de naissance a également accouché sous le sceau du secret. Vous, c'est à quel âge que vous avez ressenti le besoin d'en savoir plus ? Moi, ça a été à peu près à mes 18-19 ans. À ce moment-là, le déclic a été mes propres frères adoptifs ont retrouvé leur famille biologique avant moi par le biais du CNAOP. Et j'ai voulu, de fait, effectuer aussi mes démarches personnelles concernant ma recherche. Voilà. Et entre vous, donc dans cette fratrie, vous en parliez ensemble justement de cette démarche, cette recherche ? Pas jusqu'alors. D'accord. Voilà. On n'en parlait pas. Mais les langues se sont déliées à partir de ce moment-là. Voilà, la parole a été pas plus facile parce que c'était pas tabou dans notre famille, mais effectivement, le sujet a été discuté et rediscuté en famille à ce moment-là, oui. Là, vous avez évoqué le CNAOP, le Conseil national d'accès aux origines personnelles, qui a été créé en 2002. Huguette Moss, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de ce CNAOP. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il y a 2 missions à ce Conseil national. C'est quoi ces 2 missions ? Alors, les 2 missions qui ont été confiées par la loi de 2002, c'est d'une part d'organiser au niveau national le dispositif administratif avec les départements, notamment les services de l'aide sociale à l'enfance et les maternités, de façon à ce que tout le monde soit traité de la même façon, quel que soit le département. Et la deuxième mission qui est fondamentale pour le CNAOP, c'est surtout de permettre à tous les enfants qui recherchent leurs origines personnelles de les aider,
de retrouver la mère de naissance et de les accompagner dans la rencontre avec la mère de naissance lorsqu'elle est retrouvée. Oui, alors ça veut dire qu'en pratique, il y a maintenant on s'approche de ces femmes qui vont accoucher sous X pour leur expliquer éventuellement, effectivement, qu'elles peuvent laisser des renseignements. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, lorsque une femme vient dans une maternité pour accoucher et qu'elle décide d'abandonner leur enfant, de le confier à l'aide sociale à l'enfance, il y a un entretien avec la correspondante du CNAOP qui est dans le département. Il y a un entretien long et on lui explique, d'une part, qu'elle peut garder son enfant, qu'il y a des aides qui sont prévues, qu'elle peut le confier à l'aide sociale à l'enfance, mais que pendant un délai de 2 mois, elle peut aussi revenir sur sa décision. Si elle décide néanmoins de quitter la maternité, on l'invite et on l'incite à laisser un pli fermé, et c'est la nouveauté de la loi de 2002, de laisser un pli fermé à l'attention de l'enfant, de façon à ce qu'ultérieurement, on puisse la retrouver et donner tous les éléments pour l'enfant qui va la rechercher. Alors, il y a quoi dans ce pli? Alors, dans ce pli, c'est laissé à la discrétion. Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre? Elles peuvent tout mettre. Elles peuvent donner leur identité. On les invite beaucoup à laisser leur identité, mais elles ne veulent pas toujours. Une femme qui a déjà eu d'autres enfants et qui ne veut pas qu'on la retrouve ne laissera rien. Mais elles peuvent raconter le pourquoi elles se sont... Raconter. C'est ça, elles peuvent raconter. Et pour la structuration de l'enfant, c'est extrêmement important que l'enfant sache dans quelles conditions la mère a fait ce choix d'accoucher dans le secret, et avec ces éléments, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, la mère peut aussi revenir sur sa décision. Et l'intérêt de cette loi, c'est de montrer que ce n'est pas irréversible. Le choix à la naissance d'accoucher dans le secret, ce n'est pas un choix qui est irréversible. Souvent, on pense qu'on ne peut pas revenir en arrière. On peut toujours revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il y a des mères qui ont accouché sous X qui s'adressent à vous pour retrouver leur enfant? Elles s'adressent à nous, non pas pour rechercher leur enfant, parce que la démarche, c'est une démarche des 2 parties. C'est une démarche de la mère et c'est une démarche de l'enfant. Il faut qu'il y ait quand même une convergence. D'accord, mais une mère peut s'adresser à vous, donc. Elle s'adresse à nous, non pas pour demander, non pas pour rechercher l'enfant, mais pour donner des éléments facilitateurs pour permettre à l'enfant, lorsqu'il fait la démarche, de la retrouver. Et justement, combien d'enfants chaque année font cette démarche? Alors, le nombre de dossiers qui sont ouverts chaque année au CNAOP, c'est entre 600 et 700. Sur les 700 dossiers, il y en a à peu près la moitié pour lesquels on ne retrouve pas forcément l'identité de la mère. On n'arrive pas à les localiser. Parce qu'il faut savoir que le CNAOP gère des dossiers d'enfants qui sont nés dans le secret ou nés sous X à l'époque, depuis le début du 19e, enfin depuis le début du 20e siècle, dans les années 1905, au moment de la guerre. Après, il y a eu beaucoup de naissances. Depuis la mise en place de l'autorisation d'avortement, il y a quand même moins de naissances dans le secret. Et actuellement, le nombre de naissances dans le secret, c'est de l'ordre de 600. Et c'est à peu près constant sur les 10 dernières années. On avait compris, donc c'était un organisme qui était utile aux enfants et aux mères. Alice, vous êtes adressée au CNAOP à un moment? Pas du tout. Pas du tout. Non, je n'avais aucune information sur cette démarche. Vous ne saviez pas que le CNAOP existait? Pas du tout. D'accord. Aucunement. C'est lors d'un passage dans les médias que j'ai appris que j'avais la possibilité justement de déposer une lettre avec mes informations, un petit mot, à cet enfant dans son dossier. C'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait. J'ai pris contact avec le conseil général du département où j'ai accouché et on m'a très bien reçue. On m'a donné rendez-vous un jour. Oui. Donc je suis venue avec ma première fille et pour m'annoncer que mon fils était venu la veille. Excusez-moi. Faire la démarche pour consulter son dossier. Voilà. Il cherchait à la même période que moi. Il avait décidé d'essayer d'avoir des éléments sur sa mère biologique. D'accord. Donc il a été informé que vous aviez laissé du coup... Quelques jours après. Parce que c'était tellement soudain qu'ils avaient peur qu'il digère mal la nouvelle. Donc ils ont attendu quelques jours. Ils ont contacté les parents adoptifs. Ils en ont parlé entre eux et c'est là après qu'ils ont décidé de lui en parler. D'accord. J'ai reçu une lettre
écrits par leurs soins, car lui n'était pas encore prêt à écrire ce qu'il ressentait, en fait. Voilà. Et vous savez si aujourd'hui il a lu? Il l'a lu. D'accord. Il a eu une photo de moi, une photo de ma grande fille. Et après, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 10 ans. 11 ans maintenant, pardon. D'accord. 11 ans. Fabrice Brault, bonsoir. Bonsoir Marina. Vous êtes détective privé spécialisé donc dans les recherches dans l'intérêt des familles et depuis près de 25 ans, vous enquêtez donc pour ceux et celles qui recherchent leurs origines. Alors, je vais reposer la même question qu'à madame. C'est plutôt les enfants ou les mères qui viennent vous voir? Bien plus d'enfants, hein. Beaucoup de nés sous X sont en recherche, d'autres moins. Et de plus en plus, et c'est pour ça que j'ai accepté de travailler un peu sur ce documentaire, de donner la parole à ces mamans qui souffrent en silence, parfois sans que leur nouveau mari ni leurs enfants soient au courant. Donc c'est pour libérer ces femmes de ce secret et de leur dire oui, vous pouvez lever le secret de votre identité auprès du CNAOP afin d'être en face de la demande de l'enfant. Et ce que dit Alice, qu'elle ne connaissait pas l'existence de ce CNAOP, c'est quelque chose que vous entendez souvent? Oui. Maintenant, les choses se font de plus en plus. Hein. Vous communiquez davantage d'année en année. Voilà. Donc les choses avancent doucement, mais d'une belle façon. Maintenant, je pense qu'il faut un accompagnement supérieur auprès de ces mamans, parce qu'il y a un certain nombre d'années, il y a plus de 10 ans, les mamans n'étaient pas au courant ou étaient dans un état psychologique qui ne leur permettait pas d'être non plus assez à l'écoute des services sociaux. Et les choses avancent, mais... Sans vous demander évidemment de révéler des secrets que vous ne voulez pas révéler, oui. En pratique quand même, comment vous faites quand un enfant vient vous voir qui est à la recherche de sa mère adoptive? Alors moi je collabore énormément. Sa mère de naissance, pardon. Oui, alors je collabore avec beaucoup d'associations. Hein. Il existe un collectif d'associations d'enfants nés sous X qui s'appelle Droit à leur origine, qui essaie de faire évoluer la loi et de transformer cet accouchement sous X en accouchement sous le secret ou dans la discrétion pour annuler cet anonymat, tout en attendant que le consentement soit accordé des deux côtés. Hein. Et donc je travaille en collaboration avec ces associations qui connaissent les enfants nés sous X et ces mamans. Il y a une association qui s'appelle l'Association des mères de l'ombre, qui porte bien ce nom, et qui soutient énormément ces mamans, et on voit un peu l'état psychologique de chacun d'entre eux. Je travaille avec des juristes, avec des médiateurs familiaux diplômés d'État, et puis des psychologues également, pour ce qui est des médiations. Et il me faut à tout prix le consentement de la personne recherchée pour pouvoir échanger les coordonnées. Mais justement, on va parler de cette médiation et de la première rencontre, mais vous avez, je ne sais pas si vous avez un chiffre de réussite, mais est-ce que c'est vraiment toujours très compliqué? C'est parfois assez simple? C'est souvent très très compliqué. Hein. D'ailleurs, parfois, le CNAOP n'aboutit pas parce qu'il n'y a pas d'éléments. On n'est pas des magiciens, hein, que ce soit le CNAOP ou nous, les détectives. Si une maman vient et dépose sur le PV d'abandon un seul prénom et une année de naissance, ça va être très compliqué. Bien sûr. Après, en tant que privé, on a peut-être un peu plus de temps et je ne sais pas, je ne connais pas vos fonctionnements. Mais je peux l'expliquer. Voilà. Mais parfois, il m'arrive de travailler entre 6 mois et 4 ans sur un dossier. D'accord. Donc c'est énorme, on passe du temps considérable. Et c'est pas logique qu'un enfant ne puisse pas avoir un jour possibilité, ou que le CNAOP ne puisse pas avoir davantage d'éléments sur la maman. C'est pour ça que vous demandez de plus en plus d'éléments et vous essayez de les convaincre. Oui, tout à fait. Oui. Donc, je reprends un petit peu la parole. Donc, effectivement, au moment de l'accouchement, il y a une plaquette, un petit document en quelques pages qui explique à la femme ses droits et l'intérêt aussi pour elle de présenter une lettre. Mais le CNAOP tient compte effectivement de tous ces éléments. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que l'enfant puisse accéder au maximum d'informations. Alors, le CNAOP, c'est à la fois un conseil national qui est constitué avec, je suis présidente, mais il y a un vice-président qui est un magistrat auprès du Conseil d'État. Il y a une magistrate qui est à la Cour de cassation. Il y a des représentants des femmes de 3 associations féminines. Il y a 2 représentants de personnes qualifiées, dont un médecin de PMI et qui est une correspondante du CNAOP. Il y a des représentants des familles adoptives et il y a des représentants des pupilles et il y a des représentants
des enfants nés sous X et qui sont regroupés dans une association. Donc là, c'est le Conseil national qui réfléchit aussi sur les évolutions à apporter à tous les dispositifs, mais c'est aussi une équipe à Paris qui est composée d'un secrétaire général et de 7 collaborateurs juristes et psychologues qui font des démarches auprès des mairies, auprès des maternités. Et le problème de la maternité est un problème essentiel parce qu'il faut retomber sur des archives qui sont très anciennes. Donc, on a un gros effort de communication à faire avec les maternités pour qu'elles gardent les archives, pour permettre effectivement de retracer les histoires. Il y a aussi nos interlocuteurs, ce sont les services d'aide sociale à l'enfance. Et dans chaque département, il y a un correspondant du CNAOP qui rencontre la femme qui va accoucher pour lui expliquer ses droits. On a beaucoup de contacts, bien sûr, avec les tribunaux et avec le ministère des Affaires étrangères. Et bien sûr, au sein du Conseil national, il y a des représentants de tous les ministères, parce qu'il faut unir les forces dans des dossiers aussi compliqués, mais avec la volonté d'aboutir avec un consensus, sachant qu'il faut parfois briser des tabous, lever des secrets, aider des enfants à se réapproprier une histoire. Et ils ne veulent pas forcément connaître leur mère de naissance. Tout comme la mère, elle est aussi dans un déni de la grossesse, mais aussi déni dans une longue période. Donc, l'objectif du CNAOP, c'est aussi de prendre son temps. Donc, effectivement, les 4 ans que démontre M. Brault, nous pouvons aussi les rencontrer au sein du CNAOP. On va revenir à vous deux tout de suite, mais juste comment ça se passe quand vous avez retrouvé l'identité et tout d'une mère. On imagine bien que vous parliez de secret, peut-être que cette mère n'a jamais rien dit à son mari, à ses autres enfants. Comment vous faites ? Alors, lorsque mon enquête est finalisée, réussie, donc je n'entre pas en relation avec la maman d'entrée, j'étudie un petit peu sa vie, si elle a des enfants, si elle s'est remariée, et ensuite je remets mon rapport à une association de médiation familiale, qui sont des médiatrices diplômées d'État, qui sont spécialisées dans les mises en relation entre les enfants nés sous X et les mères de l'ombre, parce qu'elles sont elles-mêmes mères de l'ombre ou nées sous X, ces 3 médiatrices. Et à partir de là, il y a une prise de contact qui est effectuée quand le mari n'est pas là, donc j'essaie de savoir, pour que les choses soient plus libres et qu'elles ne nous disent pas mon mari est dans le salon ou dans le jardin, c'est dangereux, où on les rappelle, où elles nous rappellent à un moment où elles sont plus libres. Et là, on essaie de travailler en douceur avec des médiateurs et des psychologues. Alors Isabelle, vous avez fait appel au service de Fabrice Brault, parce que vous êtes adressée au CNAOP, mais vous n'avez pas pu obtenir de réponse. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, un représentant du CNAOP m'a appelé pour me dire qu'ils avaient bien retrouvé ma mère, mais que celle-ci était sous tutelle et en hôpital psychiatrique. D'accord. Ce qui fait qu'il fallait qu'il passe par le juge des tutelles. Oui. Voilà, tout à fait. Et donc, ça a pris plusieurs mois encore pour effectivement me donner cette réponse négative, comme quoi le juge avait statué après bilan des médecins, un bilan de son état de santé. Son état de santé psychique ? Voilà, de son état de santé psychique, tout à fait, qu'elle n'était pas en capacité de recevoir l'information que moi je la recherchais. Et du coup, vous avez fait une recherche ADN ? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Racontez-moi. Alors, j'ai commandé un kit ADN sur Internet, voilà, qui vient d'une agence des États-Unis. Voilà, donc je l'ai fait arriver des États-Unis. C'est tout simple, c'est un test salivaire. Oui. Et puis on le renvoie, on le renvoie. Moi, je l'ai renvoyé en Irlande, voilà. Ouais. Et puis on apprend quoi grâce à ce test ? Comment ? On apprend quoi grâce à ce test ? Alors, on apprend sur 100% de là où on vient. On va apprendre, je sais pas, 30% de tel pays, 3% d'un autre. Vous êtes en partie haïtienne ? Voilà. Vous saviez que vous veniez de Haïti ou pas ? Alors, il y avait... quand ils ont retrouvé ma mère... Mais avant ça, vous saviez d'où venez ? Non. Vous veniez, d'accord. Au tout début, je pensais que j'étais d'origine guadeloupéenne. D'accord. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est ce que mes parents savaient.
Et quand j'ai rouvert mon dossier à l'ASE à mes 21 ans, c'est là qu'il y a eu la première fois un document qui m'a mis le doute avec les 2 origines. D'accord. Et donc, effectivement, quand le CNOP a retrouvé ma mère, cette dame était bien d'origine haïtienne. D'accord. Et donc, on vous donne, donc, grâce à ce test, votre origine, effectivement, de vos origines par pays. Oui. Et après, on compare votre ADN à d'autres ADN qui ont été déposés? Voilà. Alors, s'il y a d'autres personnes qui ont effectué ce test par l'agence, il peut y avoir exactement des recoupements de cousinades. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là où il y a un cousin qui a correspondu à mon test ADN. Voilà. C'est quelque chose que... D'abord, c'est une pratique qui n'est pas reconnue pour l'instant en France? Non, absolument pas. Non, c'est pas légalisé en France. C'est pas légalisé. Voilà, aucun laboratoire. C'est un petit peu, je dirais, la dérive de manque de moyens que l'on a pour les mamans qui n'ont pas laissé d'identité. Il y a eu des cas spécifiques qui sont parus à la télévision et depuis, ça se médiatise. Il y a même des laboratoires américains qui font de la publicité sur des chaînes actuellement pour retrouver les origines génétiques, mais aussi permettre de retrouver des cousinages. Et c'est vrai que c'est souvent le dernier moyen quand le CNAOP n'a pas réussi ou quand nous n'avons pas réussi. J'ai pas dit que c'était bien, au contraire, ça permet, en fait, c'est la dernière issue que les nés sous X ont pour pouvoir aboutir si jamais il n'y a rien. Et là, la génétique a permis, mais on part un peu n'importe où et n'importe comment, dans le sens où ça va permettre à des nés sous X de retrouver peut-être des familles biologiques et il n'y aura pas de lien, d'accompagnement. Et là, ça risque d'être brutal et frontal. On entend bien que c'est pas légal, mais on comprend la démarche ultime et qui est vraie, en tout cas, des histoires qu'on connaît, notamment effectivement chez les enfants adoptés qui sont métis, qui veulent savoir d'où ils viennent, de quel pays ils viennent. Et c'est quelque chose qu'on peut entendre. Oui. Alors, effectivement, les recherches ADN ne sont pas autorisées en France. Le CNAOP inscrit son action uniquement dans la loi. Bien sûr. Le CNAOP a des pouvoirs d'investigation qui sont quand même extrêmement importants, tout le monde le reconnaît. On essaie d'aller jusqu'au bout des démarches. On accompagne les mères, on accompagne les enfants par de longs entretiens téléphoniques. Mais la recherche par l'ADN n'est pas autorisée en France et donc le CNAOP ne va pas le faire. Néanmoins, je pense que maintenant, il faut s'interroger dans le cadre des maladies génétiques. Bien sûr. Et l'ouverture du débat dans le cadre de la révision de la loi bioéthique va nous interroger, nous, CNAOP, mais aussi ceux qui gèrent la PMA, sur jusqu'où peut-on aller, peut-on garder des secrets, et quand on lève des secrets, qu'est-ce qu'on lève comme information? Des maladies génétiques et même éventuellement de savoir si on n'épouse pas son frère qu'on ne connaissait pas. Oui, mais on va assez loin aujourd'hui dans ce cadre. Oui, mais des enfants adoptés qui ne sauraient pas qu'ils ont été adoptés, qui sont frères et sœurs. Adoptés, mais il peut y avoir aussi d'autres situations. Bien sûr, mais je veux dire, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement compliqué de fermer cette porte. La PMA rencontre les mêmes problématiques. Bien sûr. Donc c'est effectivement un débat sur lequel on peut revenir, sur les messages à l'attention des mères dans le cadre justement des maladies génétiques dans lesquelles les informations réciproques sont importantes. Alors Isabelle, du coup, vous en êtes où? Vous avez contacté ce cousin? Voilà, donc ce cousin vit aux États-Unis à Miami. Donc il en a informé son père. Qui se trouve donc est le cousin de ma mère, hein, et c'est lui, donc c'est ce cousin-là qui m'a appelé au téléphone un jour, voilà, en me racontant mon histoire et en me disant que ma mère était décédée en novembre 2017 à Paris, toute seule, voilà. Votre réaction, ça a été quoi? Ça a été choquant. La nouvelle a été choquante pour moi parce que je m'y attendais pas du tout, et puis aussi rapidement. Je vous cache pas que la première pensée que j'ai eue, je voulais partir de ce monde. Je voulais la retrouver. En fait, pourquoi on ne vous a pas informé, puisque vous aviez fait la démarche pour la rechercher, de sa mort? Pourquoi on ne vous a pas informé de sa mort? Eh bien, je ne sais pas. Ça, c'est une question mystère pour moi encore aujourd'hui. Puisque, effectivement, le CNAOP précise bien au début, moi ce qu'on m'a précisé au début, c'était que si je recontactais le CNAOP et que la personne était décédée et qu'elle n'avait pas pu dire non à jamais, du coup, là, il pourrait y avoir l'identité dévoilée.
Et ce qui n'a pas été le cas, puisque j'ai recontacté le CNOP après novembre 2017. Et je n'ai jamais eu cette information-là. On va revenir tout de suite à votre histoire, mais... Oui, sur cette histoire, je peux tout à fait Oui, parce répondre. que c'est qu'on ne prenne pas la mort de sa mère. Le CNAOP n'a pas été informé. D'accord. C'est-à-dire que le CNAOP a des informations en accédant au dossier, au fichier de l'INSEE ou au fichier de la caisse vieillesse, mais le CNAOP ne peut pas connaître tous les décès. Et dans cette affaire, effectivement, le CNAOP n'avait pas été informé du dossier. Le CNAOP a été informé récemment du décès, et donc, dans la mesure où il n'y avait pas d'opposition à la levée de l'identité après le décès, la communication va être donnée conformément au texte. Mais vous allez recevoir un courrier. D'accord. Pour continuer le débat, je voudrais qu'on revoie un extrait du documentaire, le témoignage de Daniel, qui a retrouvé la trace de sa fille biologique, qui refuse de la rencontrer. Et vous y réagissez juste après. Il n'y a pas de guérison sans pardon, et je veux vraiment... je veux lui demander pardon pour ce que ça a occasionné chez elle. Et quelque part aussi, je veux... si elle est d'accord, bien sûr... réparer à petite touche comme ça de douceur, réparer. Voilà, c'est le mot réparer. Nathalie, vous avez recherché et trouvé votre mère de naissance, avec qui aujourd'hui vous avez tissé des liens. On a entendu longuement ce mot réparer. Il y avait quelque chose à réparer déjà? En fait, je voudrais revenir aussi sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais j'y allais pas pour ça. Moi, j'y allais pour savoir qui j'étais. C'était parce que je voudrais revenir sur les histoires d'identité. L'identité, c'est ce qu'on a de plus personnel, de plus intime. Et on est les seuls, ça vous appartient, à vous, à moi, etc. Ça n'appartient pas au reste du monde. Et je trouve ça choquant que des gens sur Terre connaissent votre identité et vous la camouflent. Donc ça, c'est la loi sous X, c'est ça le principe de la loi sous X. Donc c'est quand même la chose la plus intime et la plus personnelle que vous ayez. Et on n'a pas à vous inventer une identité avec des noms bidons, à trafiquer les registres d'état civil, tout ça en toute légalité. Je trouve ça extrêmement choquant. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et puis après, on pourra parler de la loi sous X aussi. Oui, ça, on va y revenir, bien sûr. Mais donc, j'y allais pas pour ça. Moi, j'y allais parce que je voulais simplement comprendre l'histoire, savoir pourquoi j'étais née, qui était ma mère, qui éventuellement était mon père, quelle était l'histoire, comment ça s'était passé, comment j'étais arrivée sur Terre. Parce que tant que je ne savais pas ça, ça pouvait être n'importe quoi. Vous y alliez aussi pour, en pensant, nouer des liens? Non, pas du tout. En fait, c'était pas l'objectif. Donc, il se trouve que l'histoire s'est bien passée, que je suis tombée sur quelqu'un avec qui je pouvais avoir certaines affinités. Ça, c'est vraiment, la rencontre s'est bien passée, les retrouvailles se sont bien passées. Et du coup, on a tissé des liens et on continue à les tisser. L'histoire continue. Mais c'était pas du tout au départ. Non, la raison, c'était je voulais juste savoir comment ça s'était passé, quelle était l'histoire de ma naissance. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, vous portez son nom. Oui, en plus de mon nom adoptif. Oui. Parce que votre mère adoptive était morte? Oui, alors parce qu'elle est. En fait, ma mère biologique m'a proposé, donc ça faisait déjà plusieurs années qu'on se revoyait, de m'adopter de manière simple, et j'ai accepté aussi parce que mes parents adoptifs étaient décédés, parce que je suis pas sûre que j'aurais pu leur faire de la peine. Bon. Mais quand vous avez entamé cette démarche, vous n'avez pas craint de découvrir des choses sur votre histoire qui auraient été très douloureuses? Si, bien sûr. Mais moi, je voulais la vérité coûte que coûte. Voilà, je voulais la vérité coûte que coûte. Et je ne supportais pas l'idée que des gens connaissent la vérité, ma vérité, et me la cachent. Alors ça, c'est... Bon, donc je voulais la savoir. Et puis j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur une jolie histoire et les choses se sont bien passées. Mais de toute façon, je voulais le savoir. Isabelle, pour vous aussi, c'était une crainte ou pas de... Moi aussi, je te rejoins. Voilà, pour moi aussi, ça a été, je ne supportais pas l'idée que quelqu'un connaisse l'identité de ma mère
sans m'en informer. J'avais l'impression quand on m'a annoncé qu'on ne pouvait pas me dévoiler l'identité de ma mère, j'avais l'impression d'être une marionnette, un pantin, un pion d'échec qu'on pouvait bouger facilement parce que des personnes en fait détenaient la vérité et qu'en fait j'avais l'impression à ce moment-là que pour eux j'étais un numéro de dossier, ni plus ni moins, et ils ne voyaient pas la personne derrière en souffrance. Voilà. Pour tous les deux, est-ce que vous déjà, au cours de vos enquêtes, vous découvrez des choses extrêmement douloureuses, un enfant né d'un viol, voilà, des choses vraiment très difficiles. Est-ce que parfois vous vous dites, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on va jusqu'au bout, est-ce que c'est quand même pas difficile parfois de révéler des choses extrêmement lourdes pour un enfant? Oui, en effet, c'est très compliqué. On passe des nuits parfois à y réfléchir. Après, c'est au cas par cas. En fonction de qui on a en face de nous, la sensibilité, est-ce qu'il va pouvoir ou est-ce qu'elle va pouvoir accepter cette vérité ou non. Donc on travaille avec le psychologue dans ce sens pour voir ce qu'on doit dire et ne pas dire. Pareil au CNAOP, on imagine. Le CNAOP, on va jusqu'au bout de la démarche, puisque c'est notre mission. C'est un service public gratuit, donc on va jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. Mais quand vous savez que ça va être très difficile... Lorsqu'on c'est très difficile, il faut prendre du temps. Et d'ailleurs, dans le documentaire, le temps passé par les échanges entre la mère et le correspondant pour effectivement affiner la demande, pour comprendre si la personne est prête, pour savoir si l'enfant est prêt à se rencontrer. Il y a d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, des rencontres anonymes, c'est-à-dire qui veulent se voir, mais non pas se toucher, mais ils veulent peut-être faire tomber des images sur ce qu'ils se représentent de l'autre personne, parce qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes. J'ai été adoptée et... Quelle est ma mère biologique? Comment elle est? Est-ce qu'elle est complètement démunie? Est-ce qu'elle vit dans la rue? Au contraire, est-ce que c'est un prof de médecine qui, à un moment donné, m'a abandonnée? Il y a aussi beaucoup de fantasmes dans les enfants. Il y a aussi des fantasmes sur les mères qui se disent « Mais comment est l'enfant que j'ai laissé? J'espère qu'il a eu une très belle vie. » Mais est-ce qu'il a eu une très belle vie? Et donc, il faut accompagner les deux personnes pour trouver le moment opportun pour permettre cette rencontre. Et la rencontre, elle n'est jamais simple. Et tous ceux qui expliquent le moment de la rencontre expliquent à la fois le plaisir, la crainte, mais aussi les drames qui peuvent naître après. On a vu des familles bouleversées, les familles adoptives éclatées, les familles recomposées après la naissance, après l'annonce de la retrouvaille de cette personne, des fois explosées. Il ne faut pas rajouter des drames aux drames. Et donc les situations de solitude, il faut les compenser par de l'espoir. Alice, dans votre démarche, est-ce qu'il y a justement aussi le fait de savoir si votre fils est heureux? Oui. Mais je m'en doutais. Je m'en doutais parce qu'il y a tout un processus, on va dire qu'on ne confie pas un enfant à des parents qui ne peuvent pas en avoir, sans avoir une enquête, sans avoir un dossier qui tienne la route pour pouvoir leur confier un enfant. Ça, on me l'avait dit, on ne va pas confier votre enfant à n'importe qui. Donc, je savais très bien qu'il aurait une meilleure vie avec ces parents-là qu'avec ce que moi, j'aurais pu lui apporter. À l'époque. Voilà, à l'époque. Vous avez en tête un dénouement comme ça qui vous a particulièrement marqué, particulièrement peut-être heureux, particulièrement qui vous reste, qui vous pousse encore dans ce métier? Oui. Oui, plusieurs même. Le dernier cas de figure remonte à quelques mois en région bordelaise. Une jeune fille qui recherchait ses origines, qui a d'elle-même consulté près de 80 000 actes de naissance et des registres de recensement de population, liste électorale, etc. pendant 6 mois et qui a fait l'appel à moi les 2 derniers mois pour aller au bout. Et on a approché la maman une fois les recherches effectuées et il s'avère qu'elle était la 5e d'une fratrie de 6 enfants et que le couple à l'époque n'avait pas pu garder cet enfant. Lors de la médiation avec une psychologue, la rencontre s'est très bien passée auprès de la maman et le soir même, elle a annoncé à ses 5 autres enfants qu'ils avaient un frère qui était là et qui existait, et que la tristesse qu'elle avait parfois aux périodes de fête venait de ce secret de famille,
Et le soir même, ils se sont tous rencontrés et maintenant ils vivent l'un près de l'autre. Donc c'est magique et magnifique. Donc il y a de très belles histoires. Et parce que cette maman, à l'époque, n'avait pas été soutenue ni par le papa, ni par les services sociaux à l'époque. Ça remonte à quelques années maintenant. Voilà, les choses évoluent, mais voilà, c'est une belle histoire qui m'a marqué, qui me permet de continuer. On va parler donc de cette loi, parce que régulièrement, il y a des propositions qui sont déposées pour aménager ou supprimer l'accouchement sous le secret, en tout cas tel qu'il existe en France. On rappelle quand même qu'on est le seul pays à avoir cette loi telle qu'elle. C'est quoi votre position? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Évidemment, déjà, c'est de suivre tous les autres pays. On est quand même, c'est une exception française, à part le Luxembourg. Donc on est en train de trouver des solutions, d'aménager, de voir comment on va faire la médiation, etc. Alors qu'il suffit juste d'abolir cette loi, comme c'est dans tous les autres pays. Donc on va par exemple prendre l'exemple de l'Angleterre. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Une femme a le droit d'accoucher dans le secret. Alors ça, on ne remet pas du tout ça en question. Si on n'a pas envie, on peut ne pas élever son enfant et l'abandonner. Oui, parce qu'il y a un argument, sinon, que ça va pousser éventuellement à des accouchements clandestins, voire à des infanticides, et qu'il faut protéger les mères. C'est monstrueux, imaginez. C'est un argument avancé. Oui, mais on voit bien que c'est n'importe quoi. Et on ne tue pas un enfant. Je trouve ça choquant même d'avancer un argument comme ça. Donc en Angleterre, si une femme décide d'abandonner pour toutes les bonnes raisons de la terre son enfant, et d'être aidée, etc., d'accoucher dans le secret, mais son état civil sera répertorié dans les registres d'état civil, son nom, son prénom, etc., et l'enfant qui a donc été abandonné peut accéder, s'il le souhaite, parce qu'on ne force personne non plus dans l'autre sens, à ouvrir son état civil et avoir le vrai nom de sa mère. Donc, et ça, c'est en fait, en France, ça n'existe pas. Et donc, il faut bien souligner qu'on est le seul pays d'Europe qui continue à avoir cette loi sous X. Il faut aussi dire que cette loi, elle est née pendant le gouvernement de Vichy, parce qu'elle voulait protéger les enfants qui étaient nés de liaisons entre des femmes françaises et des soldats allemands. Donc, vous imaginez que là, on est quand même au XXIe siècle. On parle de recherche ADN, de sites qui proposent d'envoyer de la salive, de traçabilité, de génétique, de tout ça. Et nous, en face, en France, on s'arc-boute à dire non, mais la loi sous X qui date de 1941 et du gouvernement de Vichy, elle est géniale. Enfin, vous voyez l'absurdité. Et là, on est tous en train de dire il faut trouver des solutions, des médiateurs. Mais s'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de problème. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment des pansements sur une jambe de bois. Et je trouve ça hyper infantilisant que des gens disent ah maintenant ça va être trop choquant, alors on va lui cacher la vérité parce que ça va lui faire du mal. Enfin, si vous êtes malade, le médecin vous dit vous êtes malade, vous lui dites donnez-moi le nom de ma maladie, il vous le donne, il vous dit pas non madame vous n'êtes pas en état, ça va vous faire trop de peine, surtout je ne dirai rien. C'est exactement la même chose. Isabelle, vous en pensez quoi? Je pense la même chose. Pour moi c'est très infantilisant. De rentrer dans le monde adulte, parce que moi je suis au début de ma vie adulte, et en fait, de me dire, à l'époque, quand je ne savais pas, en fait, je suis censée être adulte, je suis censée être responsable, mais comment prendre des choix? Comment, prendre des décisions, avoir des choix en toute connaissance de cause? Quand il me manque ce morceau de puzzle que des personnes que je ne connais même pas ne veulent pas me le donner sous couvert de cette loi. Sous couvert de cette loi, bien sûr. Vous en pensez quoi? Donc, je vais quand même remettre les choses dans l'ordre chronologique. On n'a pas trop de temps, mais je veux savoir ce que vous pensez de la loi. En 1789, en 1793, la Convention a déjà prévu à l'époque des maisons pour accueillir les femmes seules. Donc, c'est bien avant 1940. Mais ça, c'est très bien d'accueillir des femmes seules. Elle a pris en charge des enfants qui étaient nés. Donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui date du gouvernement de Vichy, c'était avant. Et donc, l'organisation était faite avant, simplement qu'au fil du temps, des législations se sont sédimentarisées dessus. Et en 1993, il y a eu effectivement la notion d'accoucher sous X, mais la loi de 2002 ne parle plus
d'accoucher sous X. On dit accoucher dans le secret. Et vous pensez qu'il faut la modifier, cette loi ? Cette loi est une loi équilibrée pour défendre à la fois la protection de la mère et de l'enfant. Donc, c'est le législateur qui peut faire évoluer la loi. C'est sûr. Donc, le moyen mis en place en 2002 avec la lettre qui est laissée est déjà une avancée considérable, mais il faut exploiter jusqu'au bout le contenu de ce pli fermé. Et je pense qu'il faut vraiment accompagner encore davantage les femmes, parce qu'elles sont dans un moment de détresse. Il faut trouver les mots, il faut prendre le temps pour leur dire, mettez des informations importantes et nécessaires pour vous et pour votre enfant, pour arriver au bout des recherches. J'aimerais pas trop rapidement. Pas très rapidement, hein. Mais j'aimerais rebondir, puisque moi, quand j'ai découvert la vérité, il y a donc à peu près en juin, j'ai un ami de ma mère qui est en France qui m'a précisé qu'il était retourné avec elle à la DAS en 98 pour qu'elle me dépose une lettre. Et cette lettre, il l'a lue. Donc il m'a dit le contenu, où elle me disait qui elle était, qui était ma famille, le contexte de mon abandon, pourquoi. Et elle m'avait laissé même son numéro de téléphone qu'elle n'a jamais changé jusqu'à la fin de sa vie, en espérant que je la contacte jusqu'à sa mort. En tout cas, cette question devrait être prochainement débattue devant l'Assemblée nationale. Évidemment, on suivra ça de près. Je dirais en 30 secondes, on a parlé des mères, on a parlé des enfants, on n'a pas parlé des papas. Vous en avez qui viennent vous voir, hein ? Tout à fait. Il y a de plus en plus de papas qui ont été victimes de l'accouchement sous X parce que les mamans ont caché leur grossesse ou ont décidé, lors d'un déplacement professionnel du papa, d'aller accoucher et de ne pas garder l'enfant. Il y a de plus en plus de papas, en effet, qui font des demandes et bien sûr, je les reçois et on travaille également sur leurs recherches. On essaie d'avoir la version de la maman également, c'est important. Et il arrive également que des médiations soient faites pour les papas. Et on essaie de donner. On espère que des moyens supplémentaires seront donnés aux mamans. J'aimerais que le CNAOP puisse aider également les mamans à rechercher, ce qui n'est pas encore le cas. On finit avec vous, Alice. Voilà. Concernant les papas, moi j'ai fait une recherche aussi par rapport à mon ex-copain, le papa, qui aujourd'hui est au courant et qui attend aussi de le connaître. Et j'ai juste un tout petit mot. Oui. Je voulais juste dire à ma maman que je lui en veux plus, que tout ça c'est fini, parce que c'est une merveilleuse grand-mère maintenant, et que voilà, tout est passé. Et on espère vraiment que votre fils peut-être se manifestera après cette émission. Merci. Merci en tout cas vraiment à tous les 5 d'être venus. Je voudrais qu'on puisse prolonger avec quelques livres. La seule de ma race, Nathalie Dess, aux éditions du Toucan, donc qui raconte votre histoire. Également votre ouvrage, Isabelle, La vie greffée, aux éditions du Jubilé. Et puis pour les femmes qui souhaiteraient s'informer sur les conditions d'un accouchement sous le secret, le Conseil national donc d'accès aux origines personnelles, le CNAOP, met à disposition un dépliant d'informations très précis, pratique. Voilà, je vous remercie tous les 5 vraiment très sincèrement d'avoir participé à l'émission, de nous avoir apporté évidemment ces témoignages. C'est la fin de l'émission. Vous pouvez la revoir, un cycle documentaire Mère sous X, Mère de l'ombre, sur le site France TV. Je vous souhaite pour ma part une excellente fin de soirée sur France 5 et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro du Monde en face. Bonsoir.